Bonjour à tous et bienvenue du coup pour notre première gazette littéraire. Alors, ça m'a pris pas mal de temps à faire quand même. C'est une première approche bien sûr et à mon avis je ferai des modifications au fur et à mesure si je continue à le faire chaque semaine. Euh, Dites-vous que j'ai fait des choix dans les livres. J'ai pas pu tout prendre parce qu'il y en avait quand même un peu, surtout au niveau manga. C'est toujours le truc où il y en a le plus. Donc voilà pour la gazette. J'ai vraiment fait un truc super propre et tout. Franchement, moi, je suis trop fière de ce que j'ai fait. Mais enfin, bon. Euh, c'est vraiment histoire de présenter les œuvres qui vont sortir. Euh, mais vraiment, très légèrement. Je suis pas là pour aborder chaque auteur et dire tout ce qu'ils ont fait et tout, ce que c'est bien ou pas. Parce que la moitié des œuvres, je les connais pas moi-même, hein. Je connais certains des auteurs, mais pas plus. Je peux pas vous en dire beaucoup. Surtout que j'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour faire la gazette. Je pensais pas la faire cette semaine. Enfin, je pensais attendre encore, mais j'avais vraiment envie de me lancer. Donc du coup, voilà, première approche. Euh, J'espère que vous allez aimer découvrir ces trucs, enfin ces livres avec moi. Donc on se lance. Première catégorie, la littérature. Littérature générale, bien sûr, même si on n'a pas besoin de préciser. L'un des premiers livres qu'on a, c'est Les Héritières de Lowenhof. C'est le premier tome. Le choix d'Agneta. Donc je sais pas du tout ce que c'est exactement. Je connais pas l'auteur. Je connais même pas l'éditeur Charleston. Je connais pas beaucoup. Cependant, en fait, le livre m'a vraiment fait penser à les Chroniques de Bridgerton. Je crois que c'est ça. Ah, vous savez la série là qu'il y avait sur Netflix. Allez, je vais vous trouver le nom. Bridgertown, c'est ça, effectivement. Mais c'est pas la même auteur, d'accord. Donc ça me fait penser un peu à ce style-là. Je vais vous lire le résumé si vous avez envie. Je l'ai mis de côté. Juste baisser la musique un tout petit peu. Alors, Stockholm, 1913. Après une violente dispute avec ses parents, Agneta Leijongaard a quitté le splendide domaine de Lowenhof où elle a grandi et coupé tout lien avec sa famille et son héritage. À un mariage arrangé dans la noble société suédoise, elle a préféré une vie de bohème, d'amour et de liberté à Stockholm auprès de ses amis suffragettes. Pourtant, un bon matin, un funeste télégramme la rappelle au domaine. Son père et son frère ont été victimes d'un grave accident. Contrainte de reprendre la gestion du haras familial, Anita se trouve une nouvelle fois prisonnière de la demeure qu'elle avait fuie. Mais contre toute attente, les vertes prairies, les bois imposants et le manoir blanc de son enfance éveillent en elle une étrange mélancolie. Entre attachement au sien et rêve de liberté, entre devoir et désir d'émancipation, Agneta doit faire des choix déchirants alors qu'autour d'elle, l'Europe marche déjà vers la guerre. Une saga fascinante qui dessine le portrait d'une femme prise entre deux siècles mais résolument tournée vers l'avenir. Ça a l'air sympa. Surtout qu'en plus, ça se passe vraiment dans un pays qui est assez original. Surtout dans une ville genre Stockholm, vraiment, il y a très peu de... Il y a très peu de livres en fait qui se situent à Stockholm. C'est la première fois que je vois ça, donc c'est très intéressant. La suivante. Il ne faisait que rêver. Alors, c'est Ondine Kayat. Je ne connais pas du tout non plus. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est le même éditeur, du coup, à Charleston. Vous avez toutes les infos, hein. Donc du coup, juste avant, on avait 708 pages et on a 309. C'est plus sage que 700. Mais bon, ça laisse le temps de vraiment développer toute une histoire avec 700 pages. Donc ici, on a Il ne faisait que rêver. En Inde, face aux ganges polluées, Tali et Alisha se font une promesse du haut de leurs 9 ans. Unir leurs forces pour changer le monde. 20 ans plus tard, à Paris, devenues de ferventes militantes écologistes, elles organisent une grande marche pour le climat. Pour la première fois, la jeunesse défile en même temps dans toutes les capitales du monde. Mais de violentes explosions anéantissent brusquement leur espoir d'un avenir meilleur. Face à cette menace, les gouvernements prennent alors une décision radicale, celle d'entrer d'une manière inédite dans l'intimité des citoyens. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Soudain, les rêves et les promesses d'enfance deviennent plus importantes que jamais. Après le succès du Parfum de l'exil, Ondine Kaet s'empare une nouvelle fois des grandes questions au cœur de son travail. Peut-on tout vendre et tout acheter? Quelle valeur donner à la vie humaine? Un vibrant plaidoyer pour notre humanité commune. Donc, je dirais que c'est un livre qui est assez ancré dans notre société, dans les questions qu'on se pose en ce moment, notamment l'écologie, les énergies renouvelables, tout ça. Donc, ça vaut peut-être le coup d'étudier ça. Donc, c'est disponible le 9 mars 2022. J'ai très peu de livres.
Parce que je fais la semaine du 7 au 13, j'ai très peu de livres après le 11 en fait. Donc voilà, je sais pas si ça vous donne envie, perso, pas trop. Je sais pas le genre de thème que je lis, mais pourquoi pas. Le troisième, une auteure que je connais un petit peu plus, Nora Roberts, Une femme sous la menace. Alors, c'est de la littérature. C'est pas. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est peut-être un peu de policier, mais non, non, c'est de la littérature. Le livre fait 480 pages. C'est une réédition par contre. Cette version, c'est la version poche. Donc en fait, généralement, les versions brochées sortent d'abord. Donc c'est les grandes versions. Et plus tard, peut-être l'année d'après, ou je sais pas exactement, peut-être plus, les versions poche sortent. Qui sont généralement moins chères, plus autour de 8-9 € que les versions brochées sont plus autour de 15 ou 16. Donc c'est mieux. Les versions poche sont plus économiques. Donc il y a Nora Roberts, c'est une auteure qui écrit un peu dans tous les genres. Moi, j'ai lu à la fois des romances, enfin, pas vraiment des romances, mais des histoires avec beaucoup d'amour sans trop l'être non plus. J'ai eu aussi. Ma mère lit du policier, notamment de Nora Roberts. J'ai eu aussi un peu de fantastique, fantasy. Enfin, vraiment, elle a fait de tout. C'est super. C'est vraiment une auteure qui est super bien. Donc, j'espère que ça vous donnera envie. Je vais vous lire le synopsis du coup. À l'âge de 16 ans, non plutôt le résumé. À l'âge de 16 ans, Elizabeth Fitch est témoin d'un règlement de compte entre membres de la mafia russe qui conduit au meurtre de plusieurs de ses amis. 12 ans plus tard, sous le nom d'Abigail Lowery, elle s'installe dans une bourgade de l'Arkansas. Prenant soin de se lier avec personne, elle mène une vie des plus solitaires. En secret, elle s'adonne au piratage du réseau Volkov, le puissant clan qui a échappé à la justice des années plus tôt. Mais quand le beau Brooks, chef de la police locale, décide de découvrir ce que dissimule Abigail, l'existence de la jeune femme est soudainement menacée. Donc c'est assez il y a un peu de romance quand même dans quasiment tous ces livres, il y a de la romance. Sauf peut-être le policier, je sais pas, parce que j'ai jamais lu, mais du coup ça met un peu de suspense et tout, mais il y a quand même un peu de la romance. C'est ce que j'aime bien. Mais c'est bien écrit. Généralement, c'est bien écrit. Suivant. Et mon cœur attira les richesses du monde. Qui sort. Bah, du coup, il sort le 9 mars aussi. J'ai beaucoup de livres qui sortent le 9. Je sais pas pourquoi le 9. Enfin bon. Et mon cœur attira les richesses du monde, Éric Grange. Je connais pas du tout ni l'auteur ni la maison d'édition. Ça reste de la littérature, c'est pas une expérience de vie entre guillemets, même si ça suit un personnage qui vit quelque chose de bouleversant. Tony Globetrotter accompli revient de son premier tour du monde des étoiles, plein les yeux guéri par cet éveil aussi bien spirituel qu'émotionnel. Il retourne à Bali, résolument attiré par l'île des dieux. Il ne se doute pas que cette quête est bien plus spirituelle qu'il n'y paraît et le guidera vers l'expérience de l'abondance. Les résumés sont assez... je sais pas, sont assez... J'ai l'impression que ça en dit un peu, mais jamais assez. Moi, personnellement, je lis ça, ça veut rien dire pour moi, en fait. C'est pas assez précis, J'ai l'impression qu'en fait, ils veulent pas trop en dire et du coup, ils restent trop vagues parfois. Ça me fait l'effet avec celui-là. Enfin. Prochaine catégorie. Le policier. On commence par 3 livres de Joël Dicker, qui est assez bien installé dans le policier. Donc, on commence par L'énigme de la chambre 622, qui sort le 10 mars 2022 chez l'éditeur de Rosie Wolf. Je connais pas du tout. Je peux pas vous dire si c'est bon ou pas. L'œuvre fait 763 pages. Donc, on a le temps vraiment de créer une énigme de A à Z sans passer par des raccourcis, je pense. Une Suisse pas si tranquille que ça. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palace de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances. Il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace de Verbier? Encore une fois, je trouve que le résumé il est assez vague hein, quand même. Ça veut tout dire et rien dire. Hein. Le suivant, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui sort le 10 mars 2022. Je crois que le premier, c'était une réédition aussi en version poche, ainsi que celui-là, du coup. La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc, pareil, beaucoup de pages, 864. La même éditeur, et c'est une réédition pour la version poche, du coup. Généralement, les œuvres, sont rééditées assez rapidement, mais là, je crois que celui-là, il date de 2014. Donc, je sais pas pourquoi ils ont attendu autant de temps. Enfin, bon.
Qui a tué Nola Kellergan à la fin de l'été 1975 à Aurora dans le New Hampshire? Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, disparaît dans des conditions mystérieuses. Au printemps 2008 à New York, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès et incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur. Ah pardon, je l'ai mal lu, en fait j'avais mal compris la phrase. Bon bref, dans l'espoir de retrouver l'inspiration, il s'installe pour quelques semaines à Aurora, auprès de son ami et ancien professeur d'université Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays. Peu après son retour à New York, tout bascule. Le cadavre de Nola Kellergan est retrouvé dans la propriété de Harry Kéber. Celui-ci, accusé du meurtre de la jeune femme, est immédiatement arrêté par la police. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener sa propre enquête. Il va rapidement être dépassé par les événements. J'avoue que là, le résumé me donne plus envie. Ils ont trouvé les mots pour nous donner envie de est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Surtout que bon, il y a quand même 800 pages, hein, donc vraiment, ça fait beaucoup. Hein. Mais je dirais toujours que je préfère les gros livres qui généralement ont trouvé le moyen de faire durer l'histoire autant de pages et qui vraiment ça vaut le coup. Généralement, ça vaut le coup qu'il y ait autant de pages. Alors, le troisième livre de Joel Dicker, c'est l'affaire Alaska Sanders. Bon, celui-ci, c'est pareil, il sort le 10, c'est pas une réédition. Du coup, c'est un nouveau tome, c'est une nouvelle œuvre de Joel Dicker qui sort du coup le 10 mars aussi. Donc 576 pages, c'est tout aussi raisonnable. Hein, Et c'est la suite de Harry Kéber. Avril 1999, Mount Pleasant, une paisible petite bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'Alaska Sanders, arrivé depuis peu dans la ville, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, puis classée, même si sa conclusion est marquée par un nouvel épisode tragique. Mais 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Début 2010, le sergent Perry Gahalowood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme qui le trouble. Et s'il avait suivi une fausse piste, son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec la vérité sur l'affaire Harry Kéber, va lui prêter main forte pour découvrir la vérité. Les fantômes du passé vont ressurgir et par mieux celui de Harry Kéber. Donc c'est la suite du tome dont je vous ai parlé juste avant. En vrai, moi je pensais pas du tout qu'il y avait ce genre de lien entre les livres, parce que quand c'est des auteurs qui sont qui publient énormément de livres, surtout notamment en policier, parce qu'il y a beaucoup de sagas en fait, comme Nora Roberts par exemple, qui a écrit je sais plus c'est l'inspecteur quelque chose, elle en a fait 30 ou 40, donc je pensais pas qu'il y avait un lien entre tous les livres, mais là apparemment il le fait pour ces deux-là, donc à voir. Si vous êtes fan de policier, je pense que Joel Dicker est suffisamment bon dans sa catégorie. Ça vaut le coup de lui donner une chance. Quatrième œuvre, le cas de Nelson Kerr. Donc, encore une fois, je connais pas du tout. Le nom me dit quelque chose. J'ai déjà dû le voir quand j'étais en stage à la FNAC. Il me semble que Grisham, ça me dit quelque chose. Après, je sais pas ce que ça vaut. Donc, Lee Strauss. Pourquoi je me suis trompée ? Ah oui, c'est pareil. Non, je ne sais pas mis dans le bon sens, c'est pour ça. Donc, il sort le 9 mars, il y a 336 pages. Donc, c'est pas... C'est un thriller, apparemment, et notamment, c'est marqué sur la couverture, le plus grand auteur de thriller contemporain de Ken Follett. Ken Follett qui est un très bon auteur aussi, je dirais... un peu policier, mais je dirais peut-être aussi un peu fantastique ou fantasy. J'ai déjà lu des trucs de lui qui étaient un peu fantasy. Donc, bref... Le jour où Bruce Cable, libraire, fête le retour de Mercer Mann venu présenter son best-seller, le cyclone Léo change de trajectoire et fonce sur l'île de Camino. La tornade est dévastatrice. L'une des victimes, Nelson Kerr, ami de Bruce, est auteur de thrillers. Thriller ou thrillers ? Là, ils ont mis un S. Bon, bref. Mais ces blessures ne semblent pas avoir été causées par la tempête. Qui voudrait la mort de Nelson ? Sur une clé USB, Bruce découvre son nouveau roman. Le tueur y serait-il désigné noir sur blanc ? Alors que Bruce mène l'enquête, il devine une vérité plus révoltante que toutes celles dénoncées par Nelson dans ses précédents écrits, et bien plus dangereuse. J'ai jamais été très fan de policiers. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. C'est, il y a un meurtre, il y a une enquête, voilà. Alors, les circonstances de l'enquête, ça change, les personnages changent,
Mais j'avoue que j'ai du mal. J'ai du mal. Surtout quand c'est contemporain. En fait, c'est un style qui est très basique et on le reconnaît dans beaucoup d'écrits. Donc, je suis pas très fan. Cependant, je connais une autre œuvre, enfin un autre style de policier qui est très en vogue. Ça serait les policiers avec déjà des personnages féminins, en tant qu'héroïne, en tant qu'enquêtrice, inspecteur, mais qui se situent plutôt dans un siècle passé. Notamment, là, on a Listros qui a écrit une enquête pour Ginger Gold, meurtre en haute couture. Moi, j'ai jamais été très dans ce style-là de policier non plus. Mais il y a quelques années, j'ai découvert Miss Fisher. C'est une série australienne. C'est très intéressant parce que du coup, c'est du policier. Et la série est très bonne. Si vous voulez, c'est Miss Fisher, Miss Fran Fisher. Je crois qu'elle est disponible sur Prime Video. Donc, c'est du policier avec des enquêtes et tout. Mais ça se passe, je dirais, au XXe siècle. Donc, c'est très intéressant. Vraiment, je vous assure. Et du coup, durant mon stage, j'ai découvert pas mal de policiers dans ce genre de siècle-là, en fait. Dans le XXe siècle ou même le XIXe, même si c'est un peu plus rare déjà. Et du coup, dans le même genre que Listros et de Ginger Gold, nous avons Agatha Raisin. C'est sympa. J'ai pas lu, mais la dernière fois que je suis passée, j'avais vraiment envie de le prendre. Donc je vais vous lire le résumé du coup de Listros. Toujours aussi insoumise et farouchement indépendante, Lady Ginger Gold inaugure en grande pompe sa boutique de mode dans le Londres effervescent des années 1920. Pour la soirée de gala, tout le gratin est présent, un véritable événement mondain. Mais lorsque la grande duchesse Olga de Russie est retrouvée assassinée dans une cabine d'essayage, c'est le désastre. Ginger n'a d'autre choix que de mener l'enquête. S'agit-il d'un vol qui a mal tourné? Ou bien d'un concurrent qui veut saboter la boutique avec une mauvaise publicité? Avec l'aide du séduisant inspecteur Basil Reed, Ginger doit se dépêcher de démasquer le meurtrier. D'autant que les malheurs se succèdent autour d'elle lorsque le petit ami de sa belle-sœur disparaît et qu'un autre meurtre est commis. Ah, moi, ça me... Déjà, rien que ça, moi, ça me donne envie de le lire. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. En vrai, je le connais pas du tout. Du coup, l'auteur, je sais pas qui c'est. Ça me dit quelque chose, mais j'ai pas de... L'éditeur, je connais pas non plus. Mais en gros, moi, ça me donne envie de le lire et ça sort le 9 mars 2022. Donc, en vrai, si vous avez envie d'approcher le policier, mais d'un point de vue plutôt féminin ou, je dirais, plus original, ça a l'air intéressant. Et nous passons maintenant à la catégorie jeunesse, ma préférée. On commence par le clan des Autori, la révolte invisible, tome 2, les enfants des Autori. Je connais pas du tout. J'ai cru que c'était un manga au début parce qu'il a l'air d'avoir un format manga, sauf que c'est un roman adolescent. Donc ça, c'est à la base, en fait, c'est des livres, c'est des romans à la base, qui ont été probablement retravaillés, en fait, ressortis plutôt de manière plus contemporaine. Donc, le traducteur, c'est Bernard Giraudon et l'auteur, c'est Liane Hearn. Je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air intéressant quand même. Je vais vous lire le résumé, du coup. Orphelin, autrefois condamné à une vie monacale, Tsunaomi est désormais au service de sa tante Kaede, qui gouverne au nom de l'impératrice. Le jeune homme est chargé de retrouver son ami d'enfance, Masao, accusé de meurtre et se lance sur les routes des 8 îles. Tandis que son passé semble le rattraper, la révolte gronde dans le pays. Mais une prophétie est sur le point de se réaliser, semant le trouble jusque dans le cœur de ses plus proches compagnons. Voilà, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, c'est fait par Gallimard. Donc, si c'est Gallimard, c'est que c'est un grand éditeur, pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que ça vaut le coup. Essayez de commencer par le tome 1, c'est possible, hein, vaut mieux. Mais ça a l'air sympa. Donc, il est disponible le 10 mars. Le numéro 2. Sophie Gliocas, les enchantresses d'Homme 2, les disparus de Châteaubriand. J'avoue que la couverture m'a vraiment... Elle m'a claqué, elle m'a attiré l'œil. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Notamment parce que
La couverture me donne envie de le lire, mais surtout c'est parce que c'est un tome 2. Ce qui veut dire, s'il y a un tome 2, ça veut dire que ça se vend quand même. Enfin, que le tome 1 s'est vendu. Donc ça peut valoir le coup, surtout que notamment c'est édité par Hachette Roman. Donc Hachette qui est l'une des plus grandes maisons d'édition de France. Il y a 396 pages, ce qui est plutôt raisonnable. C'est du roman adolescent. Il faut prendre en compte que roman adolescent, ça va jusqu'à peu près 12-13 ans, généralement. Enfin, ça dépend de certaines catégories de librairies. Certaines vont prendre avant pour adolescents, d'autres vont prendre plus tard. Enfin bref, je vais vous lire le résumé. Au lycée Chateaubriand, des événements étranges ont lieu. Depuis Halloween, des jeunes filles disparaissent sans laisser de traces derrière elles. Lorsque Bluen, Lizig et Flora découvrent que d'autres disparitions sont survenues des années auparavant, elles en sont sûres. La magie y est pour quelque chose. Pour les enchantresses, l'heure est venue de faire la lumière sur ce mystère. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est une enquête, mais version fantastique pour jeunesse, quoi. Plutôt intéressant. Donc ça sort le 9 mars. Voilà. Suivant. Qu'est-ce qu'on a? La malédiction des Dragon's Blood, tome 5. Je connais pas du tout, par contre, je connais Anne Robillard, qui a fait pas mal d'œuvres hein, quand même. C'est une auteure canadienne, il me semble. Et elle a fait pas mal de choses, dont pas mal d'autres sagas dans le même genre que ça. Donc ça reste du roman adolescent, c'est plutôt type heroic fantasy. Je vais vous lire le résumé, attendez. Un étranger s'est introduit dans le domaine de oh, bah excusez-moi, le nom il est chiant à dire, Sortiari, et les fantômes ne savent que faire de lui. Heureusement, Samuel, comprenant qu'il s'agit d'un détective privé, chargé de le retrouver, demande à ses ancêtres de le protéger de la sorcière. De son côté, Esther, qui a appris que Sortiari s'est rendu chez Emily, enquête afin de savoir comment la sorcière est parvenue à retrouver sa trace malgré son médaillon magique. La découverte d'une très ancienne illustration susceptible de mettre fin à la malédiction, mais aussi de précieuses informations sur la société secrète des soldats archanges, vont la conduire sur une piste riche de bien des possibles. Alors, en vrai, celui-là me donne pas trop envie. Mais je pense qu'Anne Robillard a pas mal d'autres sagas qui peuvent être intéressants. Donc, il est disponible le 10 mars. Si vous aimez l'heroic fantasy, notamment pour la jeunesse, ça peut valoir le coup de commencer par le premier tome. Bien sûr, je fais pas, comment dire ça, je ne vous donne pas le résumé du tome 1 pour vous donner envie de lire le tome 5, ça serait beaucoup trop de lecture, hein, mais en gros, si vous êtes intéressé, ben, ça se vend partout, sur la Fnac, sur le Fury, sur Amazon, enfin dans les librairies indépendantes. Si ça vous intéresse, ça sort le 10 mars. Le suivant, c'est Galant. J'avoue que la couverture m'a beaucoup accroché l'œil encore une fois, mais je connais pas du tout l'auteur, donc voilà. C'est, en plus, je sais pas, je crois que c'est Victoria quelque chose, son nom, son prénom, mais j'ai pas retenu. Donc 376 pages, ce qui est plutôt raisonnable. C'est encore un roman adolescent et c'est plutôt de la fantaisie cette fois-ci. Je vais vous lire le résumé. Toute petite, Olivia Prior a été déposée sur les marches de l'orphelinat où elle vit désormais. Incapable de parler, elle n'en sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires. De sa mère, il ne lui reste plus qu'un journal intime relié de cuir, plein de dessins étranges et marqués par de la folie, dont les derniers mots sont « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galant ». Mais la jeune fille ne rêve que d'une chose, avoir un jour une famille. Alors quand elle apprend que son oncle l'a enfin retrouvée et l'invite à venir vivre dans le domaine familial de Galant, Olivia n'hésite pas une seule seconde. Sur place, elle ne trouve que 2 domestiques et un cousin Matthew, qui de toute évidence ne veut pas d'elle. Elle découvre surtout que son oncle est mort et enterré depuis plusieurs mois déjà. Elle remarque enfin que tous les habitants du manoir semblent éviter comme la peste le mur qui s'élève derrière la propriété, au milieu d'une nature luxuriante. Quel mal se dresse là, au fond de ce jardin niché au bout du monde? Qu'est-il vraiment arrivé à la mère d'Olivia toutes ces années plus tôt? Moi, ça me donne envie. Ça me donne envie. Ça me donne envie un peu. L'histoire a l'air sympa parce que pour une fois le résumé il est assez long, donc ça nous permet en fait de nous plonger un peu dans l'univers sans trop en savoir. Et ça pose quand même des bases en fait. Donc une petite fille qui connaît pas sa famille, qui a eu du coup des traumatismes, notamment parce qu'elle a envie de rencontrer sa famille, et elle se laisse un peu manipuler, mais en fait il y a quand même un mal, quelque chose qui est caché. Non, ça donne envie. Moi je trouve que celui-là donne envie. Le suivant, c'est celui-là. Il y en avait d'autres que j'aurais pu mettre, mais j'avais l'impression que c'était quelque chose
pas très populaire et qui valait peut-être pas le coup qu'on mette un coup de spotlight dessus. Donc voilà. Nous sommes toujours dans la jeunesse. Et là, on est sur Cœur Collège tome 2, Chagrin d'amour. Donc forcément, c'est une saga. C'est édité par Dupuis. Mais c'est une bande dessinée. Donc cette fois-ci, c'est pas un roman, c'est une bande dessinée. Éditée par Dupuis qui fait 96 pages. Garance est triste. Ses parents n'arrêtent pas de s'engueuler et sont au bord du divorce. Mais le pire, c'est qu'elle ne peut pas en parler à sa meilleure amie, trop amoureuse pour s'intéresser aux autres. Car Linon fit le parfait amour avec le beau Noah. Lors d'un rendez-vous amoureux, elle est un peu surprise et déçue de voir que Noah n'est pas seul, mais avec toute la bande de Sohan, le groupe des populaires. Sohan va d'ailleurs très vite poser un ultimatum à Noah. S'il veut entrer dans le club le plus select de l'école, il faut qu'il largue sa copine trop intello et pas marrante. Et lâchement, Noah va s'exécuter. Et Garance ne sera plus là pour consoler sa meilleure amie quand elle en aura tant besoin. L'amitié entre Linon et Garance survivra-t-elle à ces coups du sort? Arriveront-elles à retrouver leur joie de vivre? Redeviendront-elles les meilleures amies du monde? Bon, c'est un scénario très classique de la vie de tous les jours, je dirais. Qui n'a pas déjà vécu ça, hein. La meilleure amie qui sort avec un abruti fini, qui a un groupe de potes, et bref, c'est assez basique. J'aime beaucoup le design, le graphisme un peu du dessin. Ça a l'air mignon. Moi, ça me tente bien. Bon, après, c'est un peu limite pour mon âge, mais à conseiller, je pense que je le conseillerais. Surtout que c'est Dupuis, donc ça a l'air sympa. La suivante, c'est... Pourquoi il veut pas? J'ai eu peur. J'arrivais pas à changer. Je me suis dit, quoi, le truc est cassé? Alors, c'est Londinium, tome 2 sous les ailes de l'aigle. Donc, c'est Agnès Mathieu Daudet et Emmanuel Polanco qui ont travaillé sur ça. C'est un roman, mais je pense qu'il doit y avoir un peu d'illustration pour que, du coup, Emmanuel Polanco soit noté comme illustrateur. Qu'est-ce qu'on a? Je ne connais pas le nombre de pages. Malheureusement, je ne connais pas le nombre de pages parce que c'était pas du tout écrit. Que ce soit à la Fnac ou au Furet, je n'ai pas trouvé le nombre de pages. C'est pas très important de toute façon. Par contre, l'éditeur, l'École des loisirs, c'est un éditeur qui est très intéressant. On va dire ça. C'est un éditeur, je dirais, qui est très porté sur le dessin, sur l'illustration. Pour ceux qui adorent en fait mêler l'image au texte, ça peut valoir le coup de se lancer, ou moins juste d'ouvrir le livre. Moi, je sais que j'ai travaillé plusieurs fois sur... non, peut-être pas plusieurs fois, 2 ou 3 fois sur des œuvres qui venaient de l'école des loisirs, pour mes études ou pour mon plaisir, tout simplement. Et j'avoue que j'avais beaucoup aimé le style, en fait. Donc, si vous aimez un peu l'illustration, le dessin, tout ça, et que vous avez envie d'offrir des livres un peu jeunesse, l'École des loisirs, c'est le meilleur éditeur pour ça. Voilà. Donc, c'est un roman, c'est du fantastique, je vais vous lire le résumé. Il se passe des choses inquiétantes à Londinium, la capitale du Royaume-Uni. La coexistence entre humains et animaux est de moins en moins harmonieuse. Pour Alain Pin comme Arsène, amateur de belles montres et de lecture philosophique, c'est inquiétant. Comme il est réputé pour ses talents d'enquêteur, il n'est pas étonnant que la résistance ait fait appel à ses services. Seulement glaner des informations dans une ville qu'on connaît par cœur est une chose. Se rendre clandestinement en Allemagne alors que cet inquiétant Hitler vient de prendre le pouvoir en est une autre. Donc là, ça mêle en fait un monde fantastique. Parce que les animaux, apparemment, les animaux parlent. C'est reconnu comme étant quelque chose de tout à fait normal. Ça met en place aussi, du coup... Comment dire ça? Les animaux comme étant des personnages, j'adore. Moi, j'adore quand les animaux ont un rôle bien présent dans l'histoire. J'adore, c'est quelque chose que... Je trouve ça super intéressant. Et en plus, ça te met un thème historique, en fait, notamment autour de la guerre. Donc, ça peut être sympa. En vrai, celui-là me donne beaucoup envie. Donc, je regarderai pour trouver le tome 1. Et je crois que c'est le dernier, celui-là. Non, il en reste 2. Celui-là, c'est Sorcier tome 1, Les sources de l'ombre. Celui-là, c'est la couverture qui m'a marqué. Je la trouvais vachement sympa. Peut-être que je le prendrai aussi. Mais vraiment, il faut que je me limite. Parce que j'ai déjà une liste de livres à lire, aussi longue que mon bras. Donc, Alors, nous avons Maxime Fontaine et Romain Watson pour ces 2 livres. Je ne connais pas le nombre de pages non plus. Ça n'a pas été écrit. Je ne sais pas. L'éditeur Gulfstream, je ne connais pas du tout.
J'ai déjà entendu, mais je sais pas ce que ça vaut. C'est un roman et c'est du fantastique. Je dirais que le fantastique, c'est ce qui revient le plus dans la littérature adolescente. Il y a quand même pas mal de livres, je dirais, réalistes, entre guillemets, qui abordent simplement les histoires de la vie, mais c'est plus centré sur les filles, que pour les garçons, c'est énormément d'histoires, de voyages, d'aventures, de fantastique. Donc, c'est dommage. C'est dommage, mais moi, j'adore le fantastique quand même. Hein, donc, je vais vous lire le résumé, ça vous donnera peut-être envie. Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque Palazzi. Ce soir, un numéro époustouflant avec l'incendie du chapiteau par l'armada des clowns invisibles. Venus enlever vos enfants, ils l'emporteront Dea, la jeune aveugle. Ernest le magicien partira à sa recherche avec l'aide de Kétiné, l'envoûteuse, et de Kilma le marabout. Leur quête les mènera dans un monde caché et surnaturel, mais leurs authentiques pouvoirs de sorcellerie suffiront-ils pour sauver Dea? Restez en notre compagnie, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà. Je trouve que le résumé, il est un peu flou. Mais ça vaut peut-être le coup de creuser un peu plus pour voir ce qu'il y a en dessous. Et le dernier, c'est Oliver Bridgetown, tome 1, Derrière le mur d'illusion. Celui-là, c'est pareil. J'avoue que j'adore la couverture déjà. Ça me fait penser, notamment le dessin, en fait. Le dessin, ça me fait penser au premier tome d'Harry Potter. Très, très vieux tome d'Harry Potter. Ça a l'air sympa. C'est aussi un roman, c'est aussi du fantastique. Ça sort le 10 mars. Et c'est édité par Michel Lafon, qui est une maison d'édition très connue aussi. Et l'auteur, c'est Fabien Alopo. Je vais vous lire le résumé. Après des siècles de chaos, le tout-puissant hégémonium fait régner l'ordre, la censure et la terreur au sein du royaume d'Anglie. Le jour où Oliver, orphelin de 14 ans, découvre dans une librairie un livre interdit par le pouvoir en place, son existence bascule. Pourchassé par les redoutables agents de l'hégémonium, Oliver doit s'enfuir et trouve refuge dans le manoir du célèbre Lord Aberline. Ou Aberline, je ne sais pas. Un étrange et richissime aventurier. Malgré lui, Oliver se retrouve plongé au corps d'une guerre sans merci entre magie et autre monde. Déjà, la couverture qui me fait penser à Harry Potter, et surtout cette jeune adolescent qui découvre un livre dans une librairie, ça me fait penser à une histoire sans fin, parce qu'il me semble que c'est un adolescent aussi, enfin un jeune enfant plutôt, qui découvre un livre dans une librairie comme ça. Ça me fait penser un peu à ça. Bref. Moi, ça me tente bien. C'est le premier tome en plus, donc ça va mettre probablement les bases d'une histoire. Moi, ça me donne envie. Celui-là me donne envie, c'est pas mal. Suivant, nous arrivons à la catégorie BD, qui est un peu plus légère que les autres. Enfin bon. Nous commençons par Décorum, avec Jonathan Hickman en tant qu'auteur, Mike Huddleston en tant qu'illustrateur. La BD fait 184 pages. C'est édité par Urban Comics et c'est disponible le 11 mars 2022. J'ai jamais été très BD. Mais j'avoue que certaines vont me marquer l'esprit. Et ça a l'air sympa. Je vais vous lire le résumé, même s'il est très court. S'il est vrai que le meurtre constitue un dénominateur commun entre toutes les espèces, il n'en va pas de même pour l'assassinat, qui révèle plutôt de la vocation. Voilà. C'est très... C'est le tome 2 déjà, en fait. Si vous voulez, je peux aller vous chercher le... Comment ça s'appelle le résumé du tome 1, parce que je trouve que le tome 2 donne rien de spécial comme information. Donc, bref, le suivant me plaît un peu plus. Lord Gravestone, Le Baiser Rouge, tome 1. De Jérôme Legris en tant qu'auteur, Nicolas Sinner en tant que dessinateur et coloriste. Donc là, c'est vraiment une BD de 56 pages, ce qui est plutôt pas mal. Éditeur Glénat qui est un très très gros éditeur de tout ce qui est comics, manga et BD, qui sort le 9 mars. Je vais vous lire le résumé. John Gravestone, fils unique d'un chasseur de vampires tué au combat, a fait très tôt le vœu de venger son père et de continuer son œuvre. Pour l'heure, l'éducation austère imposée par son oncle ne lui a pas encore permis de tenir sa promesse. Mais il était écrit que l'héritier des Gravestone marcherait dans le pas de son géniteur et affronterait un jour les mêmes démons que lui. Ainsi, quand l'étrange Camille von Holbein, puissante strige et ennemie jurée de sa famille, ressurgit du passé, John peut enfin embrasser son destin. Un destin à la hauteur de la légende de son nom.
Premier cycle en 3 actes à l'atmosphère sombre et gothique. Lord Gravestone mêle écriture moderne et fable vampirique puisant aux sources du genre. Voilà. Moi, ça me donne envie. J'ai toujours aimé les trucs avec des vampires. Faut voir. Ça me fait aussi surtout beaucoup penser à Dracula, vous savez, l'animé. Quand on avait la série animée... Non, c'est pas Dracula, comment ça s'appelle? Zut, comment ça s'appelait? C'est la série animée sur Netflix. Ça a l'air sympa. On passe au suivant. Nous avons les comics avec Deadly Class tome 10 qui sort le 11 mars. Donc, je ne connais pas du tout ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est de la qualité ou pas. Mais notamment, on peut déduire que s'il y a déjà eu 9 premiers tomes, ça peut valoir le coup quand même. Donc, Rick Remender, qui est auteur, et Wes Craig, qui est illustrateur. 128 pages, ce qui est plutôt pas mal. Édité par Urban Comics. Je vais vous lire le résumé. Depuis leur retour à l'Académie King's Dominion, rien ne s'est passé comme prévu pour Marcus et Maria. Derrière les sourires, les alliances se sont rapidement mises en place pour éliminer le couple un peu trop désinvolte, au goût des uns et des autres. Alors, déjà fragilisé par la dépression et l'abus de drogue, Marcus poursuit sa lente et douloureuse descente aux enfers lorsque Saya réapparaît dans sa vie et que Maria le trahit pour Stefano, l'héritier de la mafia de la côte Est. Le doigt sur la détente, il prit sa décision. Donc, pour ceux qui aiment le genre un peu déprimant, je pense qu'on peut trouver son goût là-dedans. Personnellement, moi, ça m'intéresse pas trop. Étant donné que c'est le tome 10, donc j'ai pas le résumé du tome 1, ça me plonge directement dans l'histoire. Donc, moi, ça me tente pas trop. Je n'aime pas trop les comics. J'ai beaucoup de mal à en lire. La dernière fois, j'avais essayé sur un comics Star Wars. Et j'ai trouvé que le dessin était absolument affreux. Donc, ça m'a frustré. Bref, passe au suivant. Sandman Universe, tome 2, The Dreaming. Alors, nous avons 2 auteurs, Neil Gaiman et C. Spurrier, je sais pas, et Evely Bilquis qui fait l'illustration. Donc là, c'est un comic qui est assez gros parce qu'il y a quand même 272 pages. C'est plutôt raisonnable. C'est plutôt science-fiction, fantastique, c'est entre les deux, je pense. Même si je connais pas du tout l'univers. Et c'est disponible le 11 mars 2022. Je vais vous sortir le résumé. Qu'arrive-t-il aux habitants d'un conte de fées quand leur auteur disparaît? Morpheus, le maître du songe, est toujours introuvable et parcourt la terre, le cœur brisé, entraînant le monde dans sa perte. Mais si le royaume des rêves est maintenant dirigé par One, une intelligence artificielle, ses pouvoirs sont autant capables de le restaurer que de détruire toute vie en son sein. Lucien, Dora et les habitants du songe pourront-ils y faire quelque chose? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Ouais, je suis pas trop comics de base, hein, vraiment. Mais faut que j'essaye. On passe au manga. Qui est la catégorie où il y en a le plus quasiment, outre jeunesse bien sûr. On commence avec le tome 10 de The Legend of Zelda Twilight Princess. Tout le monde connaît, hein. Il y a vraiment besoin de présenter. Fait par Akira Imekawa. Il y a 176 pages. Éditeur Soleil. Vous en doutez, c'est du fantasy. Enfin, c'est de la fantasy et c'est disponible le 9 mars 2022. Je vais vous lire le résumé, même si je pense que les gens connaissent. Après 1 an et demi passé dans le paisible village de Toal, le jeune Link peut être fier de lui. Sa gentillesse, son courage et sa dévotion lui ont permis d'être totalement intégré dans cette communauté. Mais Link a peur que les villageois finissent par découvrir le terrible secret de son passé, au point qu'il n'en dort plus la nuit. Et si ces cauchemars annonçaient le retour imminent des êtres? 3 petits points. Je pensais qu'il y avait une erreur au résumé, mais en fait, peu importe où j'ai été chercher le résumé, ça finit toujours par imminent des êtres. Et on ne sait pas ce qu'il y a de la suite. Donc, je suppose qu'ils font ça pour mettre un peu de suspense. Voilà. L'attaque des titans, tome 12, édition colossale. Donc, le tome 12 de base est déjà sorti, mais celui-là, c'est une édition qui comporte plus de choses, en fait. C'est un peu comme l'édition longue du Seigneur des Anneaux, vous voyez, ça rajoute du contenu. Alors, je sais pas si ça rajoute du contenu dans l'histoire ou c'est des bonus, en fait. Je sais pas exactement. Je l'ai de toute façon, je vais vous le dire après. Donc ça sort le 9 mars 2022. Il y a 576 pages. C'est une belle édition quand même. Hein. Édité par Pika, forcément qui est une très grosse maison d'édition pour le manga. Je vais vous lire le résumé.
N'épargnant que l'île du paradis, le grand terrassement poursuit son avancée, écrasant impitoyablement toute vie sur son passage. Mais Armin, ou Armin, Mikasa et leurs compagnons savent qu'elle est la cible d'Eren. Ils le rattrapent enfin et ne reculeront devant aucun sacrifice pour l'arrêter. Donc, c'est dit, retrouvez des bonus exclusifs dans cet ultime tome, les storyboards des 2 chapitres pilotes, le guide caractère, le comics du crossover Attack on Avengers en couleur, une galerie d'illustrations incluant des hommages de grands artistes et des dessins inédits de Hajime Isayama. Donc, je sais pas, je ne consomme pas ce genre de littérature, mais en vrai, si vous adorez l'Attaque des Titans, ça vaut peut-être le coup de se la prendre, quoi. Voilà. Les suivants, c'est un qui m'a particulièrement touchée et qui, je pense, me donne envie de l'acheter. Voilà. Mais je pense que ça touchera beaucoup de gens en général. Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, tome 3. Umi Sakurai. Ou Sakurai. 160 pages, pas mal. Éditeur Soleil. C'est un seinen, mais je suis pas sûre. Hein. J'ai trouvé ça, mais à mon avis, c'est peut-être pas le cas. Et il sort le 9 mars 2022. Le résumé, c'est... Fuyuki Kanda est un homme seul et triste. Un jour, il décide d'entrer dans une animalerie où il remarque Fukumaru, un chat pas très beau, gros et plus très jeune. Ce dernier semble triste et désespéré car personne ne veut de lui. Pourtant, de manière inattendue, l'homme va l'adopter. Ainsi commence l'histoire d'un quotidien plein de tendresse entre un homme et un chat en mal d'amour. Je pense pas que ce soit le résumé du tome 3, mais c'est le résumé que j'ai trouvé sur internet. Donc à mon avis, c'est plutôt l'histoire de base, le tome 1. Donc moi, ça me donne envie. Une histoire entre un homme et un chat qui se trouvent, c'est super beau. Vraiment, c'est très très beau. Donc n'hésitez pas si ça vous donne envie, lancez-vous. Je sais pas ce que ça vaut, mais moi, ça me donne envie. Denjin N, tome 3. Ça, je connais pas du tout, je peux pas vous dire ce que c'est. Mais s'il y a déjà eu un tome 3, c'est que ça marche, je pense. Donc, scénario, c'est Yuka... Attends, c'est marqué juste ici, mais moi, je l'ai pas marqué en You. Ah, c'est Kuraishi. J'ai fait une faute, MD1. Yu Kuraishi et pas Luraishi, du coup, pour le scénario. Le dessin, c'est Kazu Inabe. Et le concept original, c'est Ku Tanaka. Donc, c'est un manga qui fait 192 pages. Éditeur Pika Édition, forcément. Et c'est disponible le 9 mars. Je vais vous lire le résumé. Grâce au stratagème des pseudos, N a pu être enfermé dans un ordinateur et isolé de toute connexion. Ainsi, a pris fin l'affaire de l'électre humain. Ok, j'ai cru qu'il manquait une lettre. Qui avait semé la panique dans toute la ville. C'est en tout cas ce qu'on croyait. En réalité, N est toujours en vie. Un soir d'orage, il fait une apparition chez Misaki Kanzaki, dans le corps d'une poupée, grâce à la sauvegarde d'une partie de son cerveau. Il ne tarde pas à refaire parler de lui et les catastrophes qu'il provoque sont encore pires qu'avant. Plus personne ne peut échapper à l'homme électrique devenu fou. L'humanité tout entière est prise en otage. Ok, pas mal. Le fait qu'ils se mettent dans une poupée, ça me fait penser à Cyberpunk. Mon ami des ténèbres, tome 4. Alors, j'ai pas trouvé de résumé pour celui-là. Donc, du coup, j'ai le résumé du tome 1. Ce serait plus logique que d'avoir celui du tome 4 parce qu'on connaît pas, probablement. C'est fait par Taku Kawamura. Il y a 146 pages. L'éditeur, c'est Nobinomi, je connais pas. Mais ça a l'air mignon, on a notamment rien que leur logo, ça ressemble à un chat. Et c'est disponible le 9 mars. Bon, je vais vous lire le résumé du tome 1. Une petite fille dont on se moque, des camarades qui ricanent, un nouvel élève qui ignore tout ce qui se passe dans la classe. Takada vient d'arriver dans sa nouvelle école. Il découvre que dans sa classe se trouve une fille étrange, Akane Nishimura, que tous les élèves surnomment la sorcière des ténèbres. On raconte que si on la touche, on est maudit. Alors qu'en fait, elle a simplement peur de sortir de sa coquille. Mais toutes ces rumeurs autour d'elle sont loin d'effrayer Takada. D'une franchise et d'une naïveté à toute épreuve, le jeune garçon désarme non seulement les harceleurs, mais aussi Nishimura elle-même, avec sa logique d'une simplicité imparable. Bref, il la trouve vraiment cool et compte bien s'en faire une amie. Bon, ça a l'air sympa. Ça a l'air d'être un manga assez sympa, sans prise de tête. Et j'ai déjà vu un truc qui ressemblait. C'était un animé où ça parlait d'une fille qui était un peu sombre, un peu étrange comme ça. Je sais plus du tout le nom, mais j'ai déjà vu ça. Donc là, ça a l'air d'être un peu plus adolescent, un peu plus jeune. Mais ça a l'air sympa, voilà.
La prochaine catégorie, qui est notre dernière pour la première gazette, c'est fantastique et fantasy. Parce que normalement, la dernière catégorie, c'est la science-fiction, mais on n'a pas de science-fiction cette semaine. Donc, on commence avec Sharakai, tome 4, sous les branches d'Adi Charas. J'ai pas arrêté de ne pas savoir le prononcer, ce mot-là. Vraiment, quand je l'ai écrit 15 fois, je n'ai jamais su le prononcer et je n'arrive toujours pas à le faire. Écrit par Bradley Beaulieu, c'est un tome de 800 pages quand même. Un bon gros tome de 800 pages. Éditeur Bragelonne, je ne sais pas trop. Je ne connais pas du tout, qui est disponible le 9 mars. Alors, attendez, le résumé. Alors que la bataille fait rage entre les forces royales et la 13e tribu, les puissances voisines assiègent Sarakaï. À la tête des boucliers, un groupe de guerrières du désert céda alors que le chaos ambiant lui permettra de libérer Seyd Alaz, le roi éternel de son peuple. Elle doit pour cela percer les secrets de la malédiction des Assyrim, mais les vierges du sabre sont sur sa trace. Les envahisseurs ont franchi les murailles de la cité, tandis que les survivants de la 13e tribu sont acculés dans une citadelle de montagne. Seda comprend que le moment est venu. Elle a été une guerrière d'élite au service des rois de Sharakai, un assassin de l'ombre, une arme toujours prête à frapper. Une voix s'efforçant de libérer son peuple, mais il est temps de passer à l'offensive. L'âge des rois touche à sa fin. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Notamment, j'aime beaucoup la couverture. C'est une couleur qui est très jolie. Je peux pas vous donner mon avis, je ne connais pas, mais en vrai, si vous aimez le fantastique, enfin là, ce serait plutôt un peu de fantasy. Lancez-vous. Le deuxième, Rouge, tome 1, le cercle de Quetzcrane. Je sais pas du tout ce que ça vaut non plus. Écrit par Muriel Ferwarda, 254 pages. Édité par Marathon Heads. Je connais pas du tout. Et il sort le 8 mars 2022. Je vais vous lire le résumé. L'harmonie qui régnait en terre d'Escalon est rompue. Darakhan, le grand magicien veut obtenir le pouvoir par la force et rien ni personne ne pourra l'empêcher d'arriver à son sombre dessein. À moins qu'une vieille prophétie consignée il y a des millions d'années pousse 3 gnomes à partir à la recherche de 2 sœurs à la chevelure de feu qui pourront l'affronter. Elles feront alors tout pour ramener la paix. Mais à quel prix ? Quelles découvertes feront-ils ensemble ? Encore une fois, un univers ou un endroit différent, un nouveau monde. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup en fantastique en général. Toujours un monde différent, un univers différent avec des... Enfin, moi j'aime beaucoup parce que j'adore visiter des mondes différents, des univers. Mais j'ai l'impression que c'est très répétitif quand même. Vraiment une espèce de prophétie ou une quête. Changer les gens, en fait, quelque chose qui change. Les quêtes, les prophéties, les destins, on a déjà vu. Et le petit dernier, pour le dernier fantastique et fantasy, nous avons le règne de l'empereur tome 1, le Skyraf. Donc ça a l'air d'être des auteurs français. Je les connais pas, je connais pas non plus l'éditeur comme je l'ai dit juste avant. Mais j'avoue que la couverture m'a un peu... Voilà. Donc, je vais vous lire le résumé et après, vous ferez votre propre avis. Hein. L'empereur narnien domine le monde des hommes depuis 200 ans. Sa soif de pouvoir est immense. Les nains et les elfes ne peuvent que craindre pour leur territoire. Au cœur des montagnes du Nord, le jeune Espar reçoit un œuf mystérieux. Un loup ailé en éclot un Skyraf. Ensemble, ils seront emportés malgré eux dans une succession d'aventures. Ils devront faire face aux troupes de l'empereur et ne compter que sur eux-mêmes. Ah, s'il vous plaît, là, ça sent le réchauffé Eragon. Hein. Narnia, déjà, ça fait penser à Narnia. Et, et nain elfe aussi, dans Eragon. Mais ça, c'est vraiment que la fantasy qui fait ça aussi. Et un œuf mystérieux, c'est c'est Eragon et Saphira, quoi. Bon, bref. Ça veut pas dire que c'est pas de bonne qualité. Ça fait que 228 pages. On peut essayer et après, si on n'aime pas, on n'aime pas. Hein. Mais voilà. C'est beaucoup, je vous le dis, j'ai l'impression que maintenant, la littérature de maintenant, c'est beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Malheureusement, il y a très peu d'originalité. Eh ben, on est à la fin. On a fini. Je n'ai pas de science-fiction pour cette semaine. Peut-être pour la semaine prochaine. Je vais retourner du coup à la première page. Il faut que je fasse ça. Hop. Présenter. Hop. On n'a rien vu.
J'avais quand même une trentaine d'œuvres à étudier un petit peu, notamment, bah, c'est surtout la présentation qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Attendez, il faut que j'aille allumer la lumière. On voit plus rien. Non, minute, c'est pas l'heure. Donc je disais, il y a quand même une trentaine d'œuvres à travailler. Le plus difficile, ça a été de faire la présentation, donc préparer le format un peu papier, donc PDF plutôt, et aussi préparer du coup la présentation. Bon, la présentation, j'ai trouvé des modèles et tout, je me suis inspirée. Ça va, ça n'a pas été trop long. Mais il a fallu choisir les œuvres, travailler un peu, faire la présentation, enfin vraiment, tout ce que j'ai lu, tout ça, j'ai dû tout écrire, donc ça a été un peu long. Après, j'avoue que ça m'aide moi-même en... Déjà parce que du coup, je suis un peu je suis dans les nouveautés, donc je sais ce qui sort. Donc il n'y a pas tout, bien sûr. Tout ce qui sort n'est pas là. Et j'ai dû faire un choix, mais j'en ai enlevé peu quand même. Ça m'aide déjà à savoir ce qui va sortir. Ça me fait connaître aussi des auteurs, des œuvres, et surtout des maisons d'édition aussi. Donc c'est un travail que j'aime faire. C'est très long. Après, si vous avez vraiment envie que je vous donne des avis, enfin que je fasse quelque chose de plus poussé, notamment, je sais pas, me dire si les auteurs sont... si les auteurs ont écrit d'autres choses, par exemple, ou si les éditeurs, ils ont fait autre chose, ou si j'ai lu des avis enfin, regrouper des avis sur certaines œuvres. Mais étant donné que c'est des œuvres qui ne sont pas sorties pour la plupart, sauf les sagas, ça va être compliqué. Mais en vrai, ça représente déjà beaucoup de travail de regrouper toutes ces informations. Donc si je devais être plus en profondeur, c'est compliqué. Ça serait compliqué. Sachant que moi-même, je les ai pas lus. Sinon, je peux faire décaler, faire la semaine du 7-13, la semaine d'après, comme ça, je regarde s'il y a des avis, tout ça. Après, je ne suis pas... je ne vais pas repousser les idées. Moi-même, je vais continuer à essayer de retravailler le sujet, de revoir ce que je peux améliorer. Donc voilà. Voilà un peu mon résumé des sorties de la semaine. J'espère que ça vous a plu. On va changer, du coup, Je pensais pas, ça m'a pris 1 heure quand même. Waouh. 1 heure, je pensais pas du tout que ça durait 1 heure. Enfin bref, on va changer, on va aller sur Overwatch, du coup, pour finir le stream. Oui, chouchou. Et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que notre prochain rendez-vous littéraire, c'est vendredi. Pour notre vendredi lecture, ce sera sur, comment il s'appelle celui-là, le livre perdu des sortilèges. Voilà. De Deborah Harkness, si vous voulez aller voir. Hop, en attendant, je mets ça de côté. Passe sur mon chat. Ah, mais mon chat s'affiche pas. Ah oui, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui a parlé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ça a été très intéressant pour moi. Ce sera le même format la semaine prochaine. Je ferai parvenir du coup la version live, vu que tout le monde viendra voir. Et je sortirai la version papier qui est déjà préparée, bien sûr, avec un résumé